Alors, je vous rappelle les règles éditoriales de ce rendez-vous, Monsieur Copé. Pendant 12 minutes, montre en main, vous allez le voir, vous aurez un décompte devant vous. Vous aurez tout le loisir pendant 12 minutes, c'est à la fois beaucoup et peut-être pas assez, pour nous proposer, pour nous offrir une synthèse de votre programme économique. Et puis ensuite, les chefs d'entreprise vous interrogeront sur votre discours. Debout, c'est mieux, si vous le souhaitez. En tout cas, l'ensemble des candidats se sont mis debout pour l'instant, parfois certains plus que d'autres. Je vous cède la parole, Monsieur Copé. Peut-être pas monter non plus sur la chaise. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux et très honoré d'être votre invité, être candidat aux primaires de la droite et du centre. C'est pas rien dans un moment si particulier que celui que connaît notre pays. Et je voudrais vous proposer peut-être un discours à certains égards un peu différent de celui que vous pouvez entendre par ailleurs. Quand on écoute les Français, ce qui revient à chaque fois, c'est la même phrase. Notre pays décroche parce que la France n'est plus commandée. Cette question du commandement est probablement la question centrale, à la fois pour cette primaire et pour l'élection présidentielle. Je l'entends partout et c'est une idée que j'ai fait mienne. Je m'explique. La vérité, c'est que les Français sont très sévères à l'égard de la gauche depuis 2012. On va se raconter des histoires. Elle l'est tout autant à l'égard de la droite. Elle considère que les uns comme les autres, pour des raisons différentes, n'ont pas voulu affronter les problèmes. Et c'est vrai, c'est une grande tradition de la France depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Il y a eu des évolutions majeures dans le monde, le numérique, mais aussi le changement climatique, mais aussi les questions de migration, les questions de mondialisation au sens large, de terrorisme en particulier. Et à chaque fois, on a nié l'évidence. Une sorte de ligne Maginot, genre comme le nuage de Tchernobyl, ça va nous contourner. Et c'est comme ça qu'on a choisi le pire des dispositifs, c'est-à-dire celui de la pompe à morphine. On a retardé les choix décisifs et on a compensé en faisant de la dépense sociale l'alpha et l'oméga de toute politique publique. Résultat, aujourd'hui, on est à 33% de dépenses sociales sur PIB, qui est le record à l'OCDE, et 3% de dépenses dédiées à la sécurité au sens large. 33% et 3% pour la sécurité, qui est pourtant le cœur de métier de l'État. Résultat des courses, nous sommes vulnérables. Résultat des courses, nous faisons semblant de nous chercher des boucs émissaires, un grand sport national en France, et il y en a deux que je récuse totalement. Premier bouc émissaire, François Hollande. L'idée selon laquelle, avant François Hollande, tout allait merveilleusement bien est une vue de l'esprit. Qu'il ait aggravé la situation, il n'y a plus de débat là-dessus. Mais avant 2012 déjà, on n'a pas assumé qu'il y avait des décisions à prendre. Deuxième bouc émissaire très commode, la crise de 2008. On aurait bien voulu, mais on n'a pas pu. Il y avait la crise. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour une raison très simple, c'est qu'on a un grand voisin allemand qui nous a fait la démonstration inverse avec les résultats que vous savez. Je donne qu'un seul chiffre, le commerce extérieur, celui dont on parle jamais. Moins 60 milliards pour nous, dernier chiffre annualisé, plus 250 pour les Allemands. En fait, le déclin, il est lié depuis 30 ans à 3 décisions économiques que la gauche a initiées, que la droite n'a pas remis en cause. La retraite à 60 ans, les 35 heures et la préférence pour la dette et l'impôt pour payer le social. Cette responsabilité est historique et pour la gauche et pour la droite. Et si je vous dis cela, c'est parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, paradoxalement, c'est la droite. On avait promis une rupture en 2007. J'étais enthousiaste pour soutenir cette rupture. Elle n'a pas eu lieu. On n'a pas touché aux 35 heures. On a fait une réformette des retraites. On a laissé les impôts exploser, faute d'avoir maîtrisé les déficits. 33 milliards la dernière année, en 2011. Refusé la TVA anti-délocalisation, TVA sociale, pour la faire que 6 mois avant la fin. Nous le payons plein pot, en 2012 avec la défaite, et puis naturellement l'aggravation de la situation depuis. C'est la raison pour laquelle ma candidature s'inscrit dans une démarche radicalement différente. Le retour du commandement. La décision politique pour créer les conditions du développement économique. Pour cela, j'ai une vision à 10 ans. Elle est assez simple, je pense qu'on peut tous la partager. Créer les conditions pour que nos enfants réussissent en France. Aujourd'hui, rien n'est assuré dans ce domaine. L'hémorragie de départ de nos enfants vers l'étranger dit tout sur l'incapacité qui est la nôtre de créer les conditions de la réussite en France pour des raisons économiques, politiques et psychologiques.
Face à cet objectif, par rapport à ça un programme économique qui est très simple, 3 piliers. Premièrement, une baisse assumée des prélèvements obligatoires, 50 milliards. La libération du marché du travail, enfin. Et puis je termine, le recentrage de l'État sur son métier de base, la sécurité, le régalien. J'ai une méthode qui fait la rupture avec toutes les autres. Le gouvernement par ordonnance. Si on a échoué, je répondrai volontiers à vos questions là-dessus, c'est parce que notre méthode de gouvernement est complètement dépassée. Penser aujourd'hui qu'avec des procédures législatives inventées au XIXe siècle, une loi ça dure 18 mois, 2000 amendements, les grèves, les manifs, les reculades, penser qu'avec ça on peut réformer le pays, c'est pas responsable. La seule solution, vu la gravité de la situation, et c'est pour moi un des éléments clés pour faire cette rupture en 2017 si je suis élu, qui n'a pas été faite en 2007, c'est de faire ce que De Gaulle a fait en 58. Du 1er juillet 2017 au 30 août, les 15 ordonnances qui, et elles auront force de loi telle le veut la procédure, c'est une procédure remarquablement rapide, permet de déverrouiller tout ce qui bloque le pays aujourd'hui dans tous les domaines. De tous les candidats, je suis celui qui va le plus loin dans toutes les mesures, et je suis prêt à soutenir la comparaison. Il y a 6 points particulièrement sur lesquels je voudrais insister avant de répondre à vos questions. Le premier, vivre avec son temps, le numérique. C'est l'idée de créer pour chaque jeune à l'âge de 16 ans un numéro de SIRET. Que chaque jeune sache qu'en même temps que son numéro de sécu pour le protéger, il aura un numéro d'inscription au registre du commerce qui lui permettra de travailler sans attendre pour gagner de l'argent, sans avoir besoin d'être salarié. Deuxième mesure, le référendum d'entreprise généralisé, sans passer par les syndicats. Cette idée de demi-mesure, comme le font un certain nombre d'ailleurs de mes concurrents, un peu traumatisés par leurs échecs passés, me paraît inadaptée. Référendum, base d'un projet d'entreprise, au niveau de l'entreprise et pas de la branche, pour libérer les énergies sur le temps de travail, les rémunérations, l'intéressement au capital, etc. Troisième mesure, la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Plus rien ne le justifie aujourd'hui. Nos militaires sont des contractuels et ils sont tout aussi efficaces que s'ils avaient l'emploi à vie. Plus personne ne peut comprendre l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants. Quatrième mesure, la réforme des administrations de contrôle. L'inspection du travail en navire amiral. Tant que l'on n'assumera pas de remettre du commandement et donc une nouvelle feuille de route très allégée pour l'inspection du travail, les contrôles de l'URSSAF et autres, nos entrepreneurs ne pourront pas travailler. Cinquième mesure, la fin du paritarisme. Il n'y a plus aucune raison que les syndicats et notamment la CGT continuent de gérer la sécurité sociale. Et enfin, sixième mesure, le rêve d'une France sans pétrole. Adossé sur le nucléaire d'un côté, les énergies renouvelables de l'autre. Je l'assume pleinement, ça nous donnera un peu d'indépendance vis-à-vis de pays fournisseurs comme le Qatar. Enfin, et je terminerai par là, je voudrais insister plus particulièrement sur quelques mesures fiscales. La première d'entre elles, qui marque ma singularité, là encore, je propose la suppression de l'ISF. Mais ça pose un problème pour savoir ce que l'on fait des dispositifs qui, pour limiter la casse, on n'assumait pas la suppression de l'ISF, permettaient de l'alléger. Mon idée est de le transférer à l'impôt sur le revenu. Et qu'ainsi, déductible de l'impôt sur le revenu, on puisse investir dans les fonds propres des entreprises. Je propose une baisse de charge de 30 milliards d'euros, transférée à la TVA, à hauteur de 3 points. Il faut faire des vraies réformes. Ça passerait de 20 à 23%. L'idée derrière, c'est de financer 30 milliards de baisse de charges sociales. Je vous ai parlé de la suppression de l'ISF, j'y ajoute une baisse de 5 milliards de l'impôt sur les sociétés, et enfin de remettre à tous les étages des prélèvements libératoires. Prélèvements libératoires de 26% comme en Allemagne sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, et de 33% sur les revenus fonciers. Et puis, bien sûr, un prélèvement libératoire à la source, donc non intégré à l'IR, de 30% quand c'est supérieur à 2 ans et de 25% supérieur à 8 ans pour les transmissions d'entreprises. J'en termine là. Simplement un dernier mot plus global par rapport à cela. Vous le voyez, nous sommes aujourd'hui confrontés à une question majeure, qui est celle que tous les Français nous posent. Ils nous disent, voilà, c'est très simple, gauche comme droite, vous n'avez jamais de résultat. Entre le début et la fin d'un quinquennat, la gauche comme la droite, le chômage baisse jamais, l'insécurité baisse jamais, les déficits baissent jamais. L'Allemagne, à chaque fois les résultats sont très bons, d'un quinquennat à l'autre, Madame Merkel est réélue pour la 3e fois, et Monsieur Cameron, si s'était pas tiré une balle dans le pied avec ses idées absurdes de référendum, malheureusement que certains de mes concurrents considèrent comme l'alpha et l'oméga, on n'en serait pas là. La vérité, c'est que la question de l'obligation de résultat, c'est le cœur même du rétablissement de l'esprit de commandement en France. Et quand je parle de commandement, que l'on soit clair, pour moi, être président de la République, ça ne veut pas dire intervenir sur tout le temps à la place de ceux dont c'est le métier. J'ai toujours trouvé le concept d'hyper-président absurde.
passer son temps à expliquer aux autres qui ne sont pas suffisamment au niveau et qu'on va faire à leur place, ça donne de l'immobilisme à tous les étages. Je pense au contraire que le management moderne doit s'appliquer au commandement d'un grand pays comme le nôtre et doit passer par l'idée que les ordonnances que je proposerai immédiatement, parce qu'elles relèvent du politique, parce que j'aurais fait campagne dessus, parce que j'aurais été élu dessus, sont des ordonnances qui sont exclusivement là pour créer les conditions de la réussite pour les acteurs économiques et sociaux. Et en contrepartie, c'est à l'État de rétablir le régalien, de réinvestir dans la sécurité, la justice, la politique pénitentiaire, la lutte contre toutes les formes d'insécurité, qui est la base même de la vie en société. Ça m'amène enfin à vous dire une dernière chose. Parmi les grands combats à mener, il y a celle qui consiste à encourager la création d'entreprises en France, le travail en France, et donc de baisser les prélèvements obligatoires. Mais la deuxième chose, c'est de poser les bonnes questions de société et pas les mauvaises. Les bonnes questions de société, elles tournent à mon sens autour d'un grand sujet, qui est de savoir comment on est capable de faire en sorte que dans notre pays, la place des femmes soit mise à sa juste valeur. Nous sommes en train d'assister à des dérives inimaginables, que ce soit dans la vie quotidienne à travers la montée du communautarisme salafiste. Vous savez que c'est un de mes grands combats à travers la loi d'interdiction de la burqa que j'ai portée contre même l'exécutif de l'époque. Que ce soit à travers la parité dans les conseils d'administration, pour laquelle, avec mon ami Marie-Jo Zimmermann, j'ai fait acter une loi dont je crois aujourd'hui tout le monde se félicite. Que ce soit enfin, c'est le combat à venir sur la question de l'égalité salariale et de l'égalité dans les carrières. Cette question-là, elle nous interpelle tous. Et beaucoup de femmes que je peux rencontrer aujourd'hui me disent il y en a assez que dans ce domaine-là, on continue d'avoir un plafond de verre. Ça fait partie des grands enjeux sur lesquels les hommes, ils ont parfois un peu de mal à se mettre d'accord. C'est vrai aussi dans la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, une société moderne se mesure aussi à travers ces éléments-là. Voilà pour vous résumer la philosophie que je propose. Elle est adossée sur une vision, faire que nos enfants aient envie de rester en France, sur une méthode, les ordonnances plutôt que les lois classiques ou les référendums qui bloquent tout et qu'on perd à chaque fois, et enfin des mesures concrètes, opérationnelles, où chacun doit faire son métier, les présidents pour créer les conditions et les acteurs économiques pour produire, créer de la valeur ajoutée, embaucher, investir et faire qu'ainsi on soit une nation plus heureuse, plus fière d'elle-même. C'est ça aussi le réarmement sécuritaire, économique et moral que j'appelle de mes vœux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François Copé, je vous en prie. Merci beaucoup de cette présentation pile poil dans le timing, 12 minutes réglementaire. Avant de donner la parole aux différents chefs d'entreprise qui se présenteront et qui présenteront évidemment leur activité, j'aimerais vous poser une question sur votre programme économique, Jean-François Copé. Vous avez égrené un certain nombre de mesures. Certaines sont originales, ne sont pas présentes dans d'autres programmes des candidats à la primaire Les Républicains. Mais pour vous, quelle est la mesure la plus emblématique, la mesure économique la plus emblématique que vous proposez aux Françaises et aux Français? En fait, il y en a deux. La première, c'est le numéro de SIRET. Pour les jeunes qui, à l'âge de 16 ans, recevront un message qu'ils attendent pour beaucoup d'entre eux, parce que c'est complètement lié à l'omniprésence du numérique dans la vie économique. Donner un numéro de SIRET, c'est-à-dire dire aux jeunes, vous pouvez commencer à bosser et à gagner de l'argent tout de suite sans être salarié, en réalité, c'est un nouveau rapport au risque et à l'échec, qui est évidemment notre grande faiblesse en France par rapport aux pays anglo-saxons, c'est notre aversion au risque et à l'échec. En France, un gamin à 8 en maths, c'est le début de la fin pour lui. Alors qu'aux États-Unis, on dit mais vas-y, continue, t'es bon en sport, t'es bon en théâtre, et puis tu comprends, toi t'as de la chance, t'es américain, donc t'es le meilleur. Vous imaginez le jour où on dira à nos petits Français, vous êtes les meilleurs. Il y a du temps. Donc ça, c'est la première mesure. Et puis la deuxième mesure, c'est cette idée de dire l'IR, l'impôt sur le revenu, doit servir en réalité d'outil pour investir dans l'économie. Et donc la possibilité de déduire une partie de son impôt sur le revenu pour se disperser, si j'ose dire au bon sens du terme, dans l'économie française et dans le capital des entreprises. Merci beaucoup. On va commencer donc avec vous, Jean-Yves et François. Donc vous présentez bien sûr l'activité de votre entreprise et vous adressez vos questions à Jean-François Copé.
Très bien, bonjour Monsieur Copé. Donc Jean-Yves Robin, je dirige une entreprise spécialisée dans le secteur santé, l'analyse de données, et j'ai eu dans mon parcours le plaisir de diriger un opérateur public aussi. Donc je suis un entrepreneur qui a goûté les joies de la fonction publique. D'où ma première question, qui est une question un peu générale. Je n'ai pas oublié que vous avez été responsable du budget de la réforme de l'État, et donc c'est avec cette arrière-pensée que je vais vous la poser. Je remets 2 chiffres dans l'esprit de tous les gens qui sont auditoires, qui les ont pas forcément à l'esprit. Sous votre contrôle, vous me corrigez. Un budget de l'État 400 milliards, une capacité d'investissement quasi nulle, 3-4%, ça fait frémir probablement tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle, et plus de 50% de charges, c'est de la masse salariale dont on sait dans la fonction publique qu'elle n'est pas très agile, c'est le moins qu'on puisse dire, et du remboursement de la dette. Donc là, j'ai écœuré les chefs d'entreprise et j'ai fait fuir les venture capitalistes qui sont dans la salle. Donc dans cette contrainte-là, les économies, vous dites, on fait de l'ordonnance. Les ordonnances, c'est un texte. Derrière, il y a probablement toute la question de l'efficience de la fonction publique, de l'efficience de l'État, des services de l'État. Il y a les ordonnances, mais il y a 5 ans, quinquennat. Est-ce que vous pensez quelle est la part dans la modernisation de notre pays d'une éventuelle réforme de la fonction publique ou de réforme de l'État et du gain en efficience? Et l'autre question complémentaire, qui est l'autre source d'économie que vous avez dressée, mais pas en creux, si je puis dire, c'est que vous recentrez l'État sur un certain nombre de missions régaliennes. Tout le monde sera d'accord, surtout quand vous faites la liste. Mais finalement, vous coupez quoi à côté? Alors, cette question, elle est absolument majeure. Et vous avez raison de rappeler que j'ai été ministre du Budget. Je suis le seul des candidats à avoir chiffré dans le détail les baisses d'impôts, mais aussi les baisses de dépenses. C'est-à-dire que quand moi je dis que je vais baisser de 100 milliards les dépenses publiques, j'ai donné la liste inventoriée et j'ai pas pipoté, comme on disait autrefois, les estimations, puisque je les ai reprises directement des rapports de la Cour des comptes. Donc tout est sourcé dans mon livre, le sursaut français. Mon idée est la suivante sur les 100 milliards. Elle est de dire une bonne fois pour toutes, on va faire en sorte que l'État change de métier. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de choses que nous allons interrompre. Quand je dis, par exemple, que je considère qu'il faut assumer la fin de l'emploi à vie pour les nouveaux entrants dans la fonction publique, c'est une révolution. Je suis le seul à le proposer. Et contrairement à ce qu'on raconte, je suis persuadé que les Français seront d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente très forte de venir servir le pays. Et aujourd'hui, on peut embaucher personne parce que 40 ans d'activité plus 20 ans de retraite, c'est impossible. Et je préconise en même temps, dans le recentrage, 50 000 emplois dans la police, la justice, la magistrature, gendarmerie, magistrature, gardien de prison, militaire. Ça ne peut être que sous contrat. Ce qui change complètement la donne, comme ça se fait aujourd'hui pour les militaires. Donc fin de l'emploi à vie. D'autre part, je supprime, et je l'assume, enfin, un certain nombre de décisions que la droite n'a jamais voulu prendre. La suppression de l'aide médicale d'État, 1 milliard. La réduction de moitié de la durée de l'allocation chômage, en termes de durée, pour l'aligner sur la moyenne européenne. C'est de l'ordre de 3 milliards d'euros d'économie. J'y ajoute le gel des dépenses de l'État sur 5 ans. Il faut l'assumer, et c'est tout à fait possible. Je l'ai fait en tant que ministre. Là aussi, vous avez 5 milliards d'euros, et à peu près la même chose sur le gel pour la sécurité sociale. Donc déjà, ça commence déjà à faire lourd. Si vous ajoutez à tout cela un certain nombre de mesures de gestion que vous êtes en situation de prendre et qui vous permettent petit à petit, et j'en ai fait la liste, d'arriver à vos 25 milliards par an, ou à vos 20 milliards par an d'économie sur 5 ans, vous êtes bien à 100 milliards. Et donc, d'un côté, je baisse les impôts de 27 milliards, mais je baisse les dépenses publiques de 47 milliards, ce qui fait un différentiel de 20 sur 5 ans, ça fait 100 milliards. Et je suis le seul à l'assumer. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'en réalité, les Français ne considèrent plus que l'efficacité de l'État se mesure au montant des dépenses publiques, mais plutôt aux résultats. Et pour moi, les résultats sont sur le régalien, et je fais le pari qu'en libérant l'activité économique, en libérant les contrôles, en allégeant les charges de 30 milliards d'euros, on crée les conditions de compétitivité, à condition évidemment de miser sur la formation professionnelle. Jean-François Copé, alors, comparaison n'est évidemment pas raison, mais il y a un modèle qui intéresse beaucoup d'hommes politiques de gauche et de droite dans ce pays, c'est le modèle canadien. Et le Canada est parvenu à réduire le périmètre public en privatisant certains secteurs. Alors je vais en prendre un et vous me direz si dans votre programme vous pourriez aller jusque-là. Par exemple, le contrôle aérien au Canada, il y a 15 ans, à l'époque où Paul Martin était ministre des Finances, a été privatisé. Est-ce que quand vous dites on va réduire, en gardant les fonctions régaliennes de l'État, le périmètre de l'État, vous pourriez aller jusqu'à annoncer de telles choses? Mais je n'ai aucun état d'âme, pour une raison très simple. J'ai été marqué par le comportement de la CGT durant le premier semestre de l'année 2016. J'ai considéré que son alliance de fait avec l'extrême gauche la disqualifiait.
La manière dont la CGT a bloqué le pays sur les centres névralgiques montre qu'en réalité, ça suffit la cogestion avec eux. Cogestion qu'a faite François Hollande et qu'a faite aussi Nicolas Sarkozy. Ce qui a conduit malheureusement... Ça n'a pas trop de rapport avec le périmètre de l'État. Je vais vous expliquer, pardon, vous avez raison. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'en vertu d'un vieux consensus qui date de 1945, on a co-géré et donc renoncé à toucher au périmètre de l'État. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines, vous parlez du contrôle aérien, c'est l'exemple type. Mais je pourrais aussi parler du statut des conducteurs de la SNCF, qui aujourd'hui est verrouillé par la CGT sans aucune raison. Je pourrais parler des dépôts pétroliers, des raffineries. Je pourrais parler des dépôts de collecte d'ordures ménagères. Dans tous ces domaines, je considère qu'il faut, ne pas craindre de confier au privé ces missions qui, en réalité, pour certaines d'entre elles, seront faites aussi bien que par le public, que deuxièmement, on va en finir avec ces statuts spéciaux que les Français ne comprennent pas et qui rendent notre pays plombé en termes de compétitivité. Donc je l'assume totalement. Et je le ferai, Eric, par ordonnance, car ça suffit d'espérer un accord avec des gens qui, de toute façon, n'ont aucune envie de faire cet accord. Donc les ordonnances ont l'avantage de se faire en juillet-août, sur la base d'un programme électoral sur lequel j'aurais été élu. Et comme chacun le sait, juillet-août, pour organiser des grèves générales, c'est impossible. Ça nous donne un peu d'avance. François. Bonjour, François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. Ce sont des cours de cuisine d'abord dans des ateliers physiques, puis aujourd'hui en digital. Moi j'ai une question. Aujourd'hui la France c'est un millefeuille. C'est un millefeuille au niveau commune, agglomération, communauté de communes, département, région, État. Et donc ça crée un millefeuille de taxes avant l'EBITDA. Donc nos entreprises payent toute la journée avant d'être rentables pour financer tous ces niveaux. C'est un millefeuille au niveau des lois et des normes. Vous êtes législateur et avocat. Je vous défie de me sortir toutes les lois du code du travail, du code du fiscal, du code, voilà. C'est un millefeuille en termes d'impôts et charges, j'en ai parlé, et c'est un millefeuille également en termes de crédit d'impôt. Comment on fait pour délégiférer et pour faire en sorte que tout soit plus simple? Bon, là aussi, mon idée consiste à vous dire la chose suivante. Si je gagne la primaire, dans la journée qui suit, je constitue un groupe de travail qui viendra rédiger dans le détail ce qui est aujourd'hui la maquette de chacune de mes 15 ordonnances. J'ai aujourd'hui publié, depuis déjà quelques jours, quelques semaines, sur mon site, le contenu des 15 ordonnances, qui vise à 3 piliers. Premier pilier, le rétablissement de l'autorité de l'État. Vous y trouvez des mesures sur la sécurité, le terrorisme, etc. Deuxièmement, la liberté économique à tous les étages, dans l'esprit de ce que je viens de dire. Et enfin, troisièmement, un paquet d'ordonnances sur la lutte contre le communautarisme islamiste, qui, à mes yeux, est un problème absolument majeur, sur lequel la lâcheté des politiques est très important. Il faut assumer une reprise en main. Je ne veux pas être trop long là-dessus, bien sûr, cet après-midi. Sur le volet que vous indiquez, c'est par ordonnance qu'il faut le faire, à condition que dès le lendemain de la primaire, si je l'emporte, on assume la rédaction de ces ordonnances qui, pour l'essentiel d'entre elles, viseront à recadrer complètement la France que nous voulons demain. Et celle-ci se traduira par une réduction drastique du Code du travail. Et pour cela, j'associerai toutes celles et ceux qui voudront y participer. On mettra le texte en ligne de telle manière que chacun verra que nous nous débarrasserons de toute une série de dispositions que vous, les entrepreneurs, demandez depuis des années et devant lesquelles la main tremble tout le temps. La main de la gauche, ça c'est certain, mais aussi la main de la droite. Ces histoires de seuil dont tout le monde parle depuis des années, hélas, nous n'avons rien fait entre 2007 et 2012, malgré les demandes que je faisais avec mes amis députés. On suppliait à l'époque le gouvernement de faire quelque chose. On n'a rien touché au Code du travail. Les 35 heures, on n'a rien fait, si ce n'est des heures supplémentaires détaxées. Pourquoi pas? Mais il n'y a qu'en France que ça existe. C'est-à-dire que le contribuable paye pour qu'on travaille moins, mais il payait aussi pour qu'on travaille plus. Tout ça pour pas avoir l'air de fâcher la CFDT et M. Thibault, à l'époque, qui était le prédécesseur de M. Martinez aujourd'hui. On ne peut plus continuer comme ça. Donc en réalité, référendum d'entreprise par ordonnance pour régler le problème des 35 heures et de l'organisation du travail dans l'entreprise, simplification massive du Code du travail. J'ai d'ailleurs sur ce point une petite divergence, avec vos propositions. C'est que je pense qu'il ne faut pas supprimer le CDD. J'entends l'idée d'un contrat de travail unique. Moi, je suis très réservé. Je pense que le CDD restera, il faut même peut-être permettre son renouvellement à 3 fois, permet quand même une petite souplesse. Il faut laisser ça. Vous savez, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Si la gauche devait repasser un jour, on ne peut pas savoir. Donc autant laisser quand même cette petite souplesse. Et mon idée à chaque fois, pour reprendre les différents termes que vous évoquez, c'est de faire ce travail de simplification sans jamais le dissimuler aux Français.
Il faut que les Français, en connaissance de cause, lors des présidentielles, sachent que s'ils votent pour moi, si je suis le candidat de la droite et du centre, je ferai ce que j'ai dit, et ce sera dans un agenda, un calendrier, entre le 2 juillet et le 30 août. Sur le millefeuille administratif, j'en termine par là, je ne veux pas être trop long, je vous ai parlé du Code du travail, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait alléger les contrôles, l'inspection du travail, etc., et donc les recadrer. Sur le millefeuille administratif, au stade de complexité auquel on est arrivé, qui est une véritable tragédie, et qui a été aggravé par les grandes régions, moi je ne vois qu'une solution, c'est la fusion des départements et des régions. C'est une idée d'ailleurs que défendait Nicolas Sarkozy, qui était bonne, mais qu'il n'a pas mise en œuvre. C'est là la différence entre la gauche et la droite, c'est que quand la droite a une bonne idée, elle l'annonce, mais elle dit on le fera plus tard. Dommage, parce qu'on aurait fusionné, c'était irréversible. Là, la gauche, elle a dit non, mais on arrête ça, on fait des grandes régions, elle l'a fait dans l'année. Voilà. Malheureusement, nous, il faut qu'on soit beaucoup plus straight, si je puis dire. Merci. Patrick Robin, votre question à Jean-François Copé, ou vos questions à Jean-François Copé. Oui, bonjour Jean-François Copé. Patrick Robin, donc je suis fondateur d'une banque d'affaires qui s'appelle Avolta Partners et également vice-président de France Digital. J'ai préparé plein de questions. Mais en fait, je dois dire que la première va être une question pas préparée parce qu'elle va être en réaction à votre pitch d'introduction, discours que j'ai trouvé très martial, je dois dire, et qui m'a un peu cueilli. Et en fait, j'aimerais vous poser la question suivante. C'est, vous prenez le référendum d'entreprise, mais par contre, vous voulez gouverner par ordonnance. Exact. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez ce paradoxe. Et juste, je complète la question. Et pensez-vous pas que le digital, le numérique, pourrait permettre d'inventer une autre forme de démocratie? Alors, j'ai volontairement, d'ailleurs, parce que j'ai de temps en temps un peu provoque, j'ai volontairement gardé les deux termes pour pouvoir avoir le plaisir de répondre à ce genre de questions, qui est une question extrêmement importante. C'est pas le même métier. La vie dans l'entreprise, c'est pas la vie dans le pays. Quel est le problème de l'entreprise? Les corps intermédiaires qui bloquent, en l'occurrence les syndicats, des réformes vitales pour l'entreprise, c'est-à-dire pour l'employeur et les salariés, auxquels bien souvent les syndicats pensent moins qu'ils ne le prétendent. L'idée, c'est que quand des entreprises font des consultations, consultent les salariés, ça doit pouvoir l'emporter sur le reste. Parce qu'ils consultent sur quoi? Sur un programme. Et si les salariés disent « Ok, on est d'accord, on va travailler un peu plus longtemps parce qu'on sait qu'il y a une progression de rémunération, parce qu'on sait que ça va sauver l'entreprise, parce qu'on aime notre entreprise et qu'on a envie de le faire ensemble », ça doit l'emporter sur monsieur Dupont ou Durand, syndicaliste parfois extérieur à l'entreprise, qui va venir polluer l'accord, comme ça a été le cas chez Smart, Sephora ou d'autres. Donc pour moi, c'est une manière de dire maintenant, changeons le métier des syndicats. Le rôle des partenaires sociaux, c'est pas de co-décider avec le politique, c'est d'accompagner. Alors maintenant, pourquoi les ordonnances et pas le référendum? D'abord, tout simplement, pourquoi les ordonnances? Parce que la loi telle qu'elle existe, c'est trop long. 18 mois, au XXIe siècle, c'est plus possible. C'est 18 mois la durée d'une loi. Entre le moment où le président l'annonce à la télé et où il se frotte les mains en disant maintenant j'ai fini le boulot, les autres vont s'en occuper, alors qu'un chef d'entreprise sait que ce qui compte, c'est l'application de la décision. 18 mois jusqu'au décret d'application, les grèves, les manifs, c'est plus possible. On n'y arrive plus. Il faut 18 secondes pour faire un tweet, 18 mois pour faire une loi. C'est ça qui va plus. Et donc, mon idée, c'est de dire, en réalité, pour les 15 décisions qui vont structurer le pays, on fait pas ça pendant 5 ans, mais les 15 premières, on les prend par ordonnance, qui est un outil puissant que De Gaulle a imaginé en 58 pour remettre le pays à l'époque où il était à plat, comme il l'est hélas un peu aujourd'hui. Bon. Donc, les ordonnances, c'est pour dire, on a besoin de passer plus de temps à appliquer la décision qu'à se demander si on doit décider. Je me suis inspiré, je vous l'avoue, certes de Gaulle, mais aussi de Madame Thatcher. Je vais terminer juste par là ma réponse, que j'avais entendue dans une interview. Je ne juge pas du fond de sa politique, mais juste une chose. Thatcher, elle a quand même remis le pays en ordre de marche à un moment qui était très difficile pour la Grande-Bretagne. Et on l'avait interviewée, j'étais tombé sur cette interview, on lui dit, Madame Thatcher, comment vous avez fait? Et elle a répondu une chose qui m'a, moi, beaucoup marqué en tant que décideur politique. Elle a dit, voilà, j'ai gouverné le Royaume-Uni pendant 10 ans, la première année, j'ai tout décidé, les 9 années suivantes, j'ai appliqué. Ça m'a beaucoup marqué. Quand vous-même, qui êtes, de mon point de vue, l'exemplarité absolue, et Dieu sait si c'est difficile pour vous de créer de la valeur, vous savez très bien que ce qui compte, c'est pas tant la décision qu'on prend, que la manière dont on la met en œuvre. Et vous êtes dessus. Eh bien, je pense que ce qui doit rénover profondément l'action politique, et c'est en ça que je diffère de mes concurrents dans cette primaire, sans doute parce que la vie n'est pas une page blanche et que moi je n'ai pas été ministre ou président de la République dans le dernier quinquennat, et c'est ça qui fait ma différence, c'est que je dis il faut changer ça et que les 15 décisions structurantes soient prises tout de suite et ensuite on les applique avec les Français. Comment peut-être, pour prolonger la question de Patrick, Jean-François Copé, comment le digital, puisque c'était la dernière, Bien sûr. Dernière remarque, comment est-ce que le digital
Allez-y, allez-y. Est-ce que c'est pas le logiciel de la démocratie représentative Bien sûr. Qui est en panne? Alors, ça, c'est un autre. Ça, c'est une question majeure. Moi, cette question-là, elle est très importante et je dois dire qu'elle je dis pas qu'elle me hante, bien sûr, mais elle me mobilise beaucoup parce que, en réalité, il faut que le numérique ait toute sa place. Simplement, la vraie question, et je la pose comme à un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est pas un démocrate. L'entrepreneur, c'est le gars qui décide et qui est jugé sur ses résultats et dont on considère que si ses résultats sont bons, il continue. S'ils sont pas bons, c'est stop ou encore. Hein. Bon. L'homme politique, malheureusement, ne le juge pas assez sur ses résultats. Et en réalité, la vraie question, c'est celle de l'efficacité. Je pense que la démocratie représentative est bien imparfaite dans de très nombreux domaines. Pas assez d'entrepreneurs, pas assez de femmes, pas assez de jeunes, pas assez... C'est tout à fait vrai. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la politique, c'est une mission extraordinaire, très dure, ce que j'ai vécu il y a 2 ans et demi, je ne le souhaite à personne, phénomène de meute qui mérite d'être vécu dans sa violence, mais c'est aussi un parcours initiatique. Ça s'apprend, la politique. C'est aimer être avec les autres, partager avec eux, écouter, comprendre, des gens totalement différents. C'est mon mandat de maire qui m'a appris ça. Je suis le seul d'ailleurs de tous à être maire d'une ville de taille moyenne, avec les quartiers difficiles, la ville de Meaux. Et j'ai vu ça. J'ai compris qu'en réalité, on pouvait former un tout dans notre nation. Salariés, employeurs, quelles que soient les religions, quelles que soient les origines, à une condition, c'est que chacun soit écouté. Et le numérique apporte évidemment un plus considérable. Mais il faut trouver le bon équilibre entre le numérique et la dimension humaine. C'est tout l'enjeu. Je pense donc que le numérique doit avoir toute sa place dans la politique, mais à la fin de la journée, comme disent nos amis britanniques, il faut bien que ce soit l'homme qui décide. Avant de repasser la parole à Jean-Yves et à Jean-François Copé, une petite question. Vous parlez de réforme. Est-ce que il y a toujours une telle obligation à faire des réformes? On a le sentiment que Bruxelles est en train de desserrer un peu la contrainte budgétaire, peut-être par peur des montées populistes partout en Europe. On a vu au dernier G20 du FMI que Madame Lagarde incitait à une relance budgétaire. Est-ce que c'est aussi important aujourd'hui d'avoir dans son programme une réduction des dépenses, alors que visiblement, ni Bruxelles ni le FMI ne semblent plus mettre avec la même insistance le doigt sur ce sujet? La vérité, c'est que la relance budgétaire, c'est toujours pareil, ça dépend du contenu qu'on y met. Si c'est pour faire du fonctionnement, c'est pas la peine. Si c'est pour faire de l'investissement structurant, ça se regarde. Mais même de l'investissement structurant, même de l'effet de levier, même avec des taux d'intérêt très bas, il faut naturellement que ce soit proportionné à notre capacité de l'assumer dans la durée. Pour moi, le problème d'ailleurs européen qu'évoque Éric Revel est un problème très important. Pourquoi? On dit l'Europe est impopulaire. C'est pas vrai. C'est les hommes politiques qui ont une responsabilité super importante dans le fait d'avoir reporté sur l'Europe des décisions qu'ils n'avaient pas voulu prendre. Que l'Europe soit ennuyeuse sur le plan technocratique, on est tous d'accord. Qu'elle ait du mal sur Schengen, c'est une évidence, c'est à mon point de vue son véritable échec. Mais parce que les chefs d'État n'ont pas voulu faire une vraie politique de contrôle des frontières extérieures. Mais le vrai sujet, il n'est pas européen, il est français. Jamais l'Europe n'a interdit à la France de faire des réformes structurelles. Et quand on parle des transpositions de directives, écoutez, il n'y a qu'à regarder, vous parlez avec les agriculteurs, vous avez tout compris. Quand les Allemands transposent une directive, ils la transposent toujours dans l'intérêt des agriculteurs allemands ou des industriels allemands. Quand les Français transposent une directive, c'est toujours dans l'intérêt de l'administration. On ne peut pas y arriver. Donc moi, si je suis élu président de la République, je détransposerai toutes les directives européennes qui sont dans ce domaine et je les retransposerai à la moyenne allemande. Histoire de considérer que les conditions de compétitivité, elles doivent aussi se jouer dans la manière dont nos administrations, dont les ministres ne relisent jamais les copies, transposent les directives. Et ça, c'est encore un problème de commandement. Vous appelez ça management chez vous. C'est plus soft. C'est pour ça que vous avez dit que j'étais martial. Et la vérité, c'est que c'est du commandement, au sens le plus beau du terme. Qu'est-ce que c'est l'aptitude au commandement? C'est ce qui justement conduit un chef choisi par ses concitoyens à leur proposer un projet qu'ils vont mettre en œuvre ensemble, mais pour lequel le rôle du chef, parce qu'il s'agit de passer un pont d'Arcole, est essentiel. C'est ça qui est en jeu dans un pays comme le nôtre, marqué par son histoire, pour lequel la question des Gaulois me paraît assez seconde, pour dire les choses gentiment, et qui doit nous amener naturellement à nous projeter vers l'avenir sur cette base d'identité. Jean-Yves.
Question très concrète, pratique, qui devrait du coup vous permettre une réponse courte. Un des défis tout à fait importants des PME et des ETI aujourd'hui en France, c'est pas le sujet de l'innovation au sens recherche, etc. C'est ce qu'on appelle communément la transformation digitale, oui, qui est probablement la clé de leur compétitivité et de leur performance dans les années qui viennent, y compris dans la compétition internationale qui est celle auquel on doit faire face. C'est un sujet qui me semble assez sous-évalué, sous-estimé, probablement par méconnaissance, par l'ensemble du secteur politique qui s'exprime pas là-dessus. Donc ma question très concrète, et je mets là-dedans tout le fait de transférer des processus de production sur le cloud, de revoir la gestion client, donc c'est des processus lourds d'intégration. Ma question très concrète est de dire, est-ce que vous seriez favorable à l'utilisation, la mobilisation d'outils existants, d'incitation fiscale, de type crédit impôt recherche par exemple, qui est une vieille dame de 23 ans qui marche très bien, de l'élargir en termes d'application et d'assiette, au-delà des périmètres actuels, au financement et à l'aide à cette mutation, à cette transformation digitale des entreprises? Moi, j'y suis archi favorable. J'ai passé 2 ans à rencontrer énormément d'entrepreneurs, et notamment dans le secteur du numérique, et ce, dans tous les domaines. Je suis revenu de ces différentes visites et de ces différentes rencontres complètement acquis à l'idée qu'il fallait maintenant que le prochain président de la République fasse ce saut qualitatif que vous avez tout à fait raison de dire, pour des raisons culturelles, les prédécesseurs n'ont pas fait. Et en fait, elles sont très accessibles. Moi, je le vois bien maintenant. Comme tout le monde, j'étais au début un peu perdu. En fait, il ne s'agit pas d'être un spécialiste. D'ailleurs, la grande erreur, c'est de vouloir absolument montrer à ses interlocuteurs qu'on connaît leur métier aussi bien qu'eux, voire mieux. C'est surtout pas ça. Moi, l'idée que je me fais du président de la République, c'est surtout pas celle-là. C'est celle qui consiste à dire, je veux créer les conditions pour que vous soyez les meilleurs possibles. Et les meilleurs possibles, au bon sens du terme. Il ne s'agit pas de créer une espèce de challenging mal placé. C'est de dire, donnez le meilleur de vous-même. Chaque Français est important. Chaque Français doit mériter de la considération pour peu que lui-même se sente personnellement impliqué. Donc, le progrès qualitatif que vous proposez sur le numérique me semble être la clé de voûte du système. Il faut que toute entreprise soit capable d'accéder dans les meilleures conditions possibles, et notamment fiscales et sociales, à ce travail qui lui permettra d'être la moins vulnérable possible. Car en réalité, l'un des mots-clés que j'utilise beaucoup dans mes débats et mes réunions publiques, c'est le mot de vulnérabilité. Je considère que notre pays, de manière générale, est devenu vulnérable à cause du fameux syndrome de Maginot, de la ligne Maginot que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, non, mais nous, on n'aura pas de sujet, la mondialisation ne nous dérangera pas, etc. Voilà. Et donc ça exige que ceux qui sont les plus en situation de le faire puissent entraîner les autres, et je crois que le politique a un rôle majeur dans ce domaine. Patrick Robin qui avait préparé d'autres questions Jean-François Copé. Patrick Robin est à votre droite. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais quand même vous poser une question que j'avais préparée sur le financement justement des startups et de l'innovation. Vous le savez, c'est un véritable sujet. Ce sera un défi pour le gouvernement du prochain président, peut-être votre gouvernement. Aujourd'hui, effectivement, le prochain quinquennat sera peut-être la dernière chance avant que la France soit définitivement déclassée. Donc il y a beaucoup de mesures à prendre. J'aimerais au moins vous entendre sur 2 d'entre elles. La première, c'est comment on redirige l'épargne vers des investissements productifs. Première question, c'est un peu le serpent de mer, mais un jour, on espère trouver une réponse. Et puis, comment inciter les entrepreneurs qui ont réussi à investir, à rester en France d'abord, et à investir le fruit de leur travail, de leur talent, de leur succès dans des startups pour créer ce cercle vertueux de l'innovation. D'abord, c'est une question d'état d'esprit. Avant même de parler de mesures fiscales, bien sûr, j'ai bien en tête quelques-unes, mais avant même de ça, c'est un problème d'état d'esprit. Le jour où le président de la République ira à la télévision pour dire aux Français, chaque Français est important, du plus modeste au plus riche, et nous avons besoin de tout le monde parce qu'une nation doit être dans sa cohésion assumée par rapport à cette question, c'est l'état d'esprit de ce pays qui sera en voie de se transformer. C'est parce que pendant des années, des hommes politiques de gauche, bien sûr, mais aussi de droite, se sont excusés sur la question de la réussite financière que nous en sommes là. Écoutez, le débat d'hier soir, Trump-Clinton, un grand moment de solitude, quand Madame Clinton a dit à Trump, écoutez, franchement, je vous accuse d'avoir caché votre déclaration de revenus. Si ça se trouve, vous êtes moins riche que vous ne le prétendez. Vous imaginez un débat comme ça en France. Bon. Donc en réalité, tout est dit. Nous avons par rapport à ça un sujet politique, c'est de mettre des mots sur les choses. Moi qui ai écrit il y a quelques années un livre pour dire que j'arrêtais la langue de bois, je peux vous dire que je me sens totalement libéré.
tant que nous n'assumerons pas que plus il y a de riches en France, moins ça pèse sur les classes moyennes, la charge fiscale qui reste, ça changera tout. Donc là-dessus, pour répondre à votre question, l'une de mes mesures vraiment les plus efficaces, j'en suis persuadé, c'est de permettre de déduire une partie de son impôt sur le revenu pour investir dans des start-up en particulier. Vous savez qu'en Angleterre, on peut déduire jusqu'à 1 million, Mais oui. l'équivalent d'1 million d'euros. Mais bien sûr. Vous iriez jusque-là? Écoutez, moi je suis très ouvert dès lors que nous supprimons l'ISF, ce qui pour moi est absolument incontournable, et qu'on l'assume, d'où l'idée de le mettre dans les ordonnances tout de suite, pour être sûr qu'on l'a fait, et ça donne en plus 5 ans de stabilité vis-à-vis des investisseurs, de pouvoir aller le plus loin possible. Alors j'avoue, est-ce que ça doit être 1 million, est-ce que ça doit être plus ou moins, j'ai pas là-dessus de Aujourd'hui, c'est d'idée 18 000 euros, arrêtée. donc il y a un peu non, de... Là, c'est rien aujourd'hui. Donc, c'est de permettre vraiment cette dynamique. Et je pense que ça peut changer le rapport entre le citoyen et l'entrepreneur. François, toute dernière question et réponse courte de Jean-François Copé. Aujourd'hui, on a des charges qui sont trop importantes pour les entreprises, sur les salariés, sauf sur les bas salaires où finalement il y a quasiment plus de charges aujourd'hui quand on embauche quelqu'un au SMIC. Et pourtant, on crée en plus le CICE. Et en fait, on essaye de faire passer le CICE comme une compensation des charges. Or, c'est une compensation du prix du SMIC. En fait. Sûr. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir baisser les charges de façon un peu plus importante et de façon plus générale, parce qu'en fait, on a intérêt à augmenter les salaires des gens pour avoir les meilleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour être compétitif si on supprime le CICE? Écoutez, moi, je suis un grand avocat de la TVA sociale, dite anti-délocalisation. Moi, j'avais choisi ce mot. Je trouvais assez pédagogique parce qu'il explique vraiment bien, anti-délocalisation, pourquoi on améliore les conditions de compétitivité d'entreprises françaises par rapport à des entreprises étrangères. Je suis convaincu que demain, c'est la TVA qui devra payer l'essentiel de notre modèle social. On n'a pas eu le temps d'en parler trop parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais on ne peut plus continuer comme ça. Et autant j'ai trouvé absurde le débat que nous avions eu dans le quinquennat précédent, qui venait de je ne sais où d'ailleurs, pour dire on va rééquilibrer la taxation du capital et du travail, sous-entendu, augmenter la taxation du capital, au lieu d'assumer que le capital c'est le résultat du travail, ou créer l'exit tax. Je suis moi convaincu qu'il faut assumer de dire aux Français, la TVA, c'est l'impôt le plus indolore qui soit, il est payé par tout le monde, en plus on est à un niveau de prix tel que nous pouvons vraiment ne pas craindre l'inflation, et donc ma réponse, c'est 30 milliards d'euros de charges patronales transférées à la TVA et 4 milliards de charges salariales, il faut que les salariés voient également l'effet sur leur feuille de paye, à la TVA. C'est 3 points de TVA. Vous savez, 3 points de TVA, ça fait 25 milliards, 24. Et j'ajoute à ça un reliquat de 6 milliards de CICE, qui est qui commence à marcher pour les grandes entreprises, mais qui est hyper complexe pour les PME. Et donc ça fait un bloc de 30 milliards pour financer les transferts de charges sociales pour les salaires au-dessus du seuil qui n'est pas exonéré aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc avec ça, on assume que ça ne peut plus être simplement le travail qui paye la sécurité sociale. Parce que c'est vraiment ça, aujourd'hui, notre maillon faible, et il faut qu'on ait le courage de l'assumer. Voilà, eh bien, je voudrais remercier au nom de chacune Jean-François Copé d'avoir participé à ces primaires de l'économie. Merci remercier l'ensemble des chefs d'entreprise. Évidemment. En fait, j'ai vu dans le compteur qu'il me restait 1 minute 18. Et donc, c'est si possible, Jean-François Copé. Non, c'est pas possible, c'est sûr. Allez-y. Faut être très accrocheur dans les campagnes électorales. Et donc, je voudrais profiter de cette dernière minute pour vous dire une dernière chose. Je vais être très rapide. On est à la croisée des chemins et on en est tous conscients. Il y a beaucoup de points communs entre 2017 et 1958. À l'époque, la 4e République, on a oublié tout ça, mais des dizaines de milliers de jeunes sous les drapeaux, pour la guerre d'Algérie, on se tirait à balles réelles dans les rues. Il y avait un délitement très fort de notre pays. Aujourd'hui, pour d'autres raisons, c'est la même chose. Jamais, sans doute, moi je le vois en tant que maire de Meaux, les gens ne se sont sentis aussi étrangers les uns aux autres, avec l'idée qu'on se parle plus, qu'on s'écoute plus, qu'on se regarde plus, qu'on se respecte plus, parce qu'on a peur les uns des autres. Et je pense qu'il faut maintenant un message de rassemblement. Ce message de rassemblement, il passe par 2 choses. 1, le rétablissement, je le répète, de l'esprit de commandement. Il faut à la tête du pays quelqu'un qui décide. Et puis deuxièmement, que les Français comprennent que sans eux, ça ne pourra pas marcher, et que chacun et chacune d'entre eux doit être partie prenante au projet. Et vous en serez en première ligne parce qu'il faut vous remettre en haut du podium. Voilà. Merci. Merci beaucoup. 1 minute 20, 2 secondes. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci à tous.